Alors comment vous expliquez tout d'un coup que le général disparaisse et fasse cette fugue à Baden-Baden? Il faut rappeler les choses. La République ne fonctionnait plus, déjà. Le lundi, Mitterrand avait déclaré, en cas de vacances de pouvoir, je serai président de la République et Mendès France à mon Premier ministre. Le lendemain, il y a eu Charletti, la rassemblée de l'UNEF, où Mendès France est venu apporter sa caution de démocrate. Et puis le mercredi, la CGT avait prévu un grand rassemblement, un grand défilé, sans l'accord de la préfecture de police d'ailleurs, de l'hôtel de ville à Saint-Lazare. La fin de la manifestation à Saint-Lazare était une menace directe sur l'Élysée, parce que c'est tellement proche de l'Élysée. D'ailleurs, Pompidou s'en est ému à ce moment-là. Et le général s'est dit, mais pour garder la République, on ne va pas tirer sur les manifestants. Il s'est dit, un palais vide ne se prend pas. Et c'est là où il a monté son voyage à Baden. Il l'a monté dans le plus grand secret d'ailleurs. Et au moment où je rentre chez moi à 10h, le téléphone sonne, je me précipite et j'obtiens au bout du fil le colonel Descriennes qui était de service, me dit « Floïc, je vous appelle depuis une demi-heure, le général vous demande en uniforme avec un bagage pour la campagne. Quand serez-vous prêt ?» Je dis tout de suite, nous n'étions jamais allés en uniforme à Colombey. Je me dis, il y a quelque chose dans l'air, alors je me suis mis en uniforme, j'ai fait ma valise rapidement, j'arrive à l'Élysée à 10h, à 10h30, sans même consulter mes camarades, je vais me précipiter dans le bureau du général. Il m'arrête et il me dit, Boissieu est dans le bureau de son beau-père. Alors je fais le point de la situation avec eux, les hélicoptères étaient mis en alerte à Issy-les-Moulineaux, et au moment où Boissieu sort du bureau de son beau-père, il me dit une parole sibylline, il dit « Floïc, si vous avez besoin de faire du kérosène, il y a un fidèle à Orge, entre Chaumont et Châteauvillain. » Orge, c'est un dépôt de l'armée, mais je ne le savais pas. Toujours est-il que je rentre dans le bureau, je salue le général, il me dit « Je dors plus ici, j'ai besoin de me refaire à la campagne. » Il est vrai que depuis plusieurs jours, il ne dormait plus. Prenez, me dit-il, des cartes plus à l'est de Colombey et rendez-moi compte quand je pourrais quitter l'Élysée. Alors je fais très rapidement ma petite serviette avec les cartes Michelin. Je pensais qu'on allait aller à Mulhouse chez son beau-fils qui commandait la 7e division à Mulhouse. Et je préviens la sécurité qu'on va partir, je préviens le chauffeur de se mettre dans le parc et je suis rentré 5 minutes après dans son bureau et je lui ai demandé est-ce que des fonds sont prévus. Il m'a dit tout est prévu. Je dis, vous pourrez quitter l'Élysée à 11h20. Nous avons quitté l'Élysée à 11h20. Alors on arrive à Issy-les-Moulineaux et pour la première fois, le général s'intéresse au trajet. Il me dit, quel trajet vais-je prendre pour aller ici les Moulineaux parce que je ne tiens pas à défiler devant Citroën en grève. On arrive à l'aéroport d'Issy les Moulineaux et pour la première fois je trouve le général impatient. D'une part on embarque tous les bagages et le chauffeur est surpris de ne pas conserver les bagages pour Colombey parce qu'en général il prenait la route pour Colombey avec les bagages. Et le général s'impatiente en disant pressez-vous, on nous observe. On décolle, je ferai cap à l'est. Et tout de suite, il me demande de lui montrer Orge sur la carte. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un dépôt de l'armée. Je fais l'idiot. Il m'a dit, bon, très bien, faites route sur Saint-Dizier. Alors, Saint-Dizier, on s'est arrêté. Et le colonel Roche, qui commandait Saint-Dizier, avait préparé un camion-citerne à l'extrémité des pistes. D'une manière discrète, on a fait le point. Le général et Madame de Gaulle sont restés assis sur leur siège, sans dire un mot. On a redécollé. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a donné le point de direction sur Baden-Baden. Alors j'ai déterminé la route à prendre avec le pilote, le capitaine Pouliquin et le lieutenant Laloy. Je leur ai dit, on a coupé les liaisons radio, je dis silence radio, et défilez-vous des radars de façon qu'on ne sache pas. Et il y avait un troisième hélicoptère. Pour la première fois, je me demande qu'est-ce qu'il foutait ce troisième hélicoptère. Je donne l'ordre au troisième hélicoptère de rentrer à sa base. Il exécute les ordres. Et on fait route donc sur
sur Baden, par le sud de Nancy, le col de Saverne. Et à un moment déterminé, on franchit le Rhin. Mais comme on ne connaît pas du tout la région, quand vous êtes dans l'air, je vois le petit terrain de Badenos. Alors j'ordonne le passage immédiat. Je ne demande pas au général de ce qu'il en était, parce qu'on était perdus. Il y avait un sergent à l'entrée du hangar, un sergent de l'armée de l'air. Je lui demande où est le premier téléphone. Je m'y précipite. Je demande Massu. Conversation avec Massu. Mon général, ici Floïc, nous sommes là. Il m'a dit qui nous? Je dis général et Madame de Gaulle. Je croyais qu'il était prévenu. Et lui dit donnez-moi un vecteur pour rallier votre villa et baliser votre pelouse. Et il me dit, mon petit vieux, laisse-moi 5 minutes, je suis à poil sur mon lit en train de faire ma sieste. Tout à fait, parole de militaire. Hein. Donc je rentre, je sors du hangar, et je tombe sur le général Lalande, qui était le chef de l'état-major particulier, en uniforme. Et théoriquement, je suis un peu sous ses ordres. Hein. Il m'a dit, mais Floïc, vous êtes ici je dis, je suis ici, moi, avec le général et Madame de Gaulle. Il me dit, moi, le général et Madame de Gaulle. Je dis, et vous? Là, je suis avec Philippe de Gaulle et sa famille. Effectivement, j'ai vu atterrir le Beechcraft et j'ai vu le visage de mon camarade Philippe à travers le hublot. En descendant, le général a tout de suite provoqué Massu. Il lui a dit, alors Massu, tout est foutu. Et Massu a eu une parole qui va beaucoup réconforter et probablement réconforter le général, parce qu'il lui a dit, voilà, un homme de votre prestige a encore des brigades d'action. Puis ils ont discuté 5-10 minutes sur la pelouse, on est rentré dans le bureau de Massu, et alors à ce moment-là, ça a été mon tour. Il m'a dit, bon, il faut que prévenir notre ambassadeur, qui était François Seydou à Bonn, et il faut le ramener ici en consultation. Et puis il m'a demandé, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je lui ai dit, dans l'ensemble, vous êtes dans une enceinte militaire bien pourvue en moyens de communication, mais les choses me paraissent plus faciles. Il m'a dit, oui, c'est vrai, mais, me dit-il, je ne suis plus en territoire français, le Conseil constitutionnel va constater ma déchéance. Je dis, mais non, il n'y a pas un pavillon français sur la pelouse, et puis vous avez encore du temps devant vous. Et d'autre part, le Conseil constitutionnel, le président, c'était Gaston Palenski, vous avez la majorité, qui vous êtes fidèle, il gagnera le maximum de temps. Il m'a dit, bon, très bien. Et il m'a dit, mais je pourrais aller à Strasbourg, mais quel accueil m'y serait fait? Je dis, j'avais un ami, le professeur Laroche, à l'université de Strasbourg. J'ai dit, je peux me renseigner. À ce moment-là, le valet de chambre de Massu est arrivé avec un plateau. J'ai laissé le général dans le bureau de Massu. Et je suis allé déjeuner dans la partie de la salle à manger avec Madame de Gaulle. Il était 3h30. À un moment déterminé, au moment où tout était en balance, Madame Massu est venue s'asseoir devant Madame de Gaulle. Je lui ai dit, vous savez, Madame, ce n'est pas à 78 ans qu'on refait le 18 juin. Moi, je lui ai jeté un regard furieux. Madame de Gaulle n'a absolument rien dit. Je suis rentré à 4h dans le bureau du général. J'ai trouvé un homme transformé. Il m'a dit, mais est-ce que les hélicoptères sont toujours là? Quand pourrais-je repartir? Voilà. Voilà un peu comment Massu, je crois, a eu une importance en lui disant, ça je crois qu'il a eu raison, Massu. Il a dit, de Gaulle, quoi qu'il arrive pour vous, il vaut mieux que vous soyez à Paris. Le front, il n'est pas en Allemagne, il est à Paris. Enfin, on est reparti. Quoi qu'on dise qu'il n'avait pas compris, il avait compris qu'il fallait que la société évolue.